Europe 1, 8h33, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un maître mot, la confiance. La Marseillaise, profil de Manuel Valls, et cette question, qui lui fait encore confiance? L'humanité, l'abus de confiance de Valls à l'Assemblée, l'opinion, derrière la confiance, la fracture. Alors la Croix pose encore une autre question. Une autre politique est-elle possible ? Il y en a un qui pencherait pour la même, en plus violent. Le Parisien, Pierre Gattaz, notre modèle social a vécu libération, emploi, l'intox du MEDEF. Précisément, ces propositions du MEDEF, supprimer notamment 2 jours fériés, réduire le SMIC, ça fait beaucoup parler. Et on est dans la guerre des mots ce matin. Il y a bien sûr celui de confiance et puis il y a ce mot qui permet de se positionner du côté du progrès, de la liberté, le mot tabou. Et justement, il entend pulvériser les tabous, le patron du MEDEF, dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens avec les codes habituels du genre. L'appel à la mobilisation pour s'adapter à un monde qui bouge, le regret de ces affreux conservatismes qui corsettent la France, et puis la revendication du pragmatisme contre les idéologies. L'entreprise n'est ni à droite ni à gauche, dit-il. Chez les Français, il y a aujourd'hui une maturité et une lucidité sur ce sujet. Ils sont d'ailleurs en avance par rapport à la classe politique. Visiblement, des tabous, il n'y en a pas tant que ça, du moins chez les éditorialistes, puisque finalement, tous s'accordent pour les dépasser. Alors bien sûr, Nicolas Bétou, dans l'opinion, trouverait presque le MEDEF timoré. Il faut une bonne dose de cynisme, écrit-il, pour reprocher au patronat de proposer des solutions au nom de la création d'emplois. Il faut aussi une bonne dose de mauvaise foi pour jouer la surprise, opposée depuis toujours aux 35 heures. Le MEDEF suggère d'y renoncer. Incroyable. Mais ailleurs, justement, on ne joue pas non plus les effarouchés. Le MEDEF, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, n'a pas tort de titiller certains tabous au nom de l'emploi. Il n'a pas démontré pour autant qu'il serait la fabrique des meilleures idées. C'est pour cette raison qu'il faut lire le dossier de la Croix sur les autres politiques possibles. 4 scénarios, avec à chaque fois la logique suivie et les écueils. D'abord, l'équilibre instable choisi par le gouvernement, puis les 2 alternatives concurrentes, politique de relance, défendue par les frondeurs, ou suppression des verrous et des tabous façon MEDEF. Et enfin, sortie de l'euro. Bon, dans les chapitres politique de relance et sortie de l'euro, on expose en détail les objections économiques, alors que les seuls écueils à la politique rêvée d'Emmanuel Macron et Pierre Gattaz seraient les risques de manifestation. Une autre politique est possible, mais elle est visiblement pas prônée par toute la presse. Et rappelons qu'Emmanuel Macron sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach demain à 8h20 sur Europe 1. La presse revient assez largement également sur la conférence qui s'est tenue hier à Paris sur l'Irak. Oui, et envisager les autres scénarios possibles est un exercice assez peu spontané. Une preuve, on lit les pages du Parisien ou du Monde sur la coalition qui se mettent en place contre l'État islamique. Le titre du Parisien, par exemple. Arabes et Occidentaux unis contre l'État islamique. Et puis on ouvre Libération juste après, et là le titre c'est Coalition contre l'État islamique, l'étrange retrait des pays arabes. Oui, Libé est allé un peu au-delà de la surface et nous explique pourquoi il est problématique que seule la France rejoigne formellement les États-Unis dans les opérations de combat et pourquoi les atermoiements de l'Arabie Saoudite et du Qatar et le silence des pays du Maghreb, malgré le nombre de leurs ressortissants dans les rangs de l'État islamique, laissent présager des désillusions à venir. Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion et Renaud Girard dans le Figaro analysent fort bien comment l'exclusion de l'Iran et de la Syrie et le rejet de la Russie définissent une diplomatie impuissante. Quand on combat un ennemi qui veut notre mort, écrit Renaud Girard, il faut savoir s'arranger avec tous ses alliés potentiels, même avec ceux qui sont par ailleurs vos adversaires sur le plan des idées. Cela s'appelle la politique. Les problèmes des libraires, Natacha, ne se résument pas à la question de savoir s'il faut ou pas vendre le livre de Valérie Trierweiler. Exactement. On parle du Qatar dans d'autres pages ce matin. C'est un article de Libération qui raconte comment la célèbre librairie De la Main, en face de la Comédie Française, une des plus anciennes librairies de Paris, pourrait fermer parce que le fonds qatari, propriétaire de l'immeuble, double le loyer. Non pas qu'il en veuille à la vénérable librairie, mais dans la tête des gestionnaires, un commerce dans un quartier touristique, ça doit générer des marges. Peu importe qu'ils vendent des parfums en duty-free ou des livres anciens qui n'intéressent que des collectionneurs passionnés. On poursuit sous l'eau, il ne faut pas être claustrophobe. Oui, c'est une double page dans Le Monde qui nous raconte l'immersion de la reporter Nathalie Guibert. C'est la première fois que ça arrive. Immersion 1 mois durant dans le dernier bastion masculin des armées françaises, un sous-marin nucléaire. Parce que les femmes vont arriver d'ici quelques années et que c'est une révolution. Les femmes, commente un commandant, on savait que ça allait nous tomber dessus. Ça se fera, mais ce sera une complication.
Alors réflexe de macho, justement pas. Dans un lieu confiné où se frôlent dans les coursives des gens enfermés pendant plusieurs mois loin de leur conjoint, nier la difficulté serait ridicule. Et notre ami Didier François avait passé il y a quelque temps pas mal de temps aussi dans des sous-marins. Oui. Ça avait donné des reportages formidables sur Europe 1. On termine avec les échos. Mais oui, dans les échos, Jean-Marc Vittori nous raconte les expériences de scientifiques qui ont ajouté quelques phrases dans les lettres de relance envoyées aux mauvais payeurs du fisc anglais. Une phrase comme « Grâce au paiement de l'impôt, nous profitons tous de services publics vitaux comme la sécurité sociale, les routes ou les écoles. » Ou alors une autre phrase « Au Royaume-Uni, 9 personnes sur 10 payent leurs impôts à temps. Vous êtes dans la toute petite minorité des gens qui ne nous ont pas encore payés. » Incroyable, le résultat, c'est que le donnant-donnant augmente le paiement, l'idée qu'on touche de l'État en échange. Mais la culpabilisation marche encore mieux. Mais oui, conclusion des scientifiques, c'est la morale qui nous incite à payer nos impôts, bien plus que la peur de se faire prendre en cas de fraude. Mais ça marche, nous dit Jean-Marc Vittori, dans une société de confiance. Ça marche moins bien en France et ça marche moins bien quand les politiques ne donnent pas l'exemple. C'est donc à lire dans Les Échos, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.